Salut tout le monde! On se lance aujourd'hui dans un grand décryptage analytique. C'est pensé spécialement comme une session de révision, niveau licence, histoire de mettre tout ça au clair avant les partiels. Le but ici, ce n'est pas de réciter un manuel scolaire bêtement, ça n'aurait aucun intérêt. On va plutôt décortiquer, de façon super logique et dynamique, comment la pensée économique a évolué face aux grands bouleversements de l'histoire. Au menu de cette révision, on va suivre un vrai parcours chronologique. On commence par une petite introduction au courant économique, on enchaîne avec le courant libéral classique, puis l'école néoclassique et son fameux équilibre. Ensuite, on plongera en profondeur dans la critique marxiste des crises capitalistes, pour finir en beauté avec la révolution keynésienne. Allez, pas de temps à perdre, on attaque tout de suite notre première partie, l'introduction aux courants économiques. On peut voir ça comme notre fil rouge de la session. Tout démarre vraiment en 1776, en pleine ébullition de la révolution industrielle. Ensuite, boum, le 19e siècle amène deux dynamiques hyper contradictoires. D'un côté, une économie qui devient super mathématique, et de l'autre, sa critique sociale la plus féroce. Et puis, la décennie des années 30 arrive avec la Grande Dépression, un choc tellement brutal qu'il force un changement de paradigme absolu. Ce qui nous amène très naturellement à la deuxième étape de notre récit, le courant libéral classique. Attention, ça c'est le concept absolument incontournable pour l'examen, l'homo economicus. C'est l'atome de base. En gros, c'est cet agent purement rationnel qui a une seule boussole dans la vie, maximiser sa satisfaction personnelle tout en minimisant au maximum ses efforts ou ses coûts. C'est le vrai moteur du marché libre. Et selon Adam Smith, c'est guidé par une main invisible qui, de façon presque magique, transforme tous ces petits égoïsmes individuels en bénéfice global pour toute la société. Et pour que ce système tienne debout, il faut graver ces trois piliers dans sa mémoire. 1. La division du travail. C'est ce qui permet de se spécialiser, de gagner un temps fou, et à terme d'inventer des machines. 2. L'idée fondatrice que la valeur d'un bien vient directement du travail qu'il a fallu pour le produire. Et 3. La célébrissime loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Pour faire ultra simple, toute offre crée sa propre demande. Dans cette logique, le marché serait donc une machine parfaite, capable de s'autoréguler toute seule, sans aucune faille. On fait un petit bond dans le temps pour aborder la troisième partie, l'école néoclassique et la théorie de l'équilibre. Bon, là, la discipline économique enfile sa blouse blanche et devient profondément mathématique et normative. On ne se contente plus de décrire ce qui est, on cherche à établir rigoureusement ce qui doit être. Tout le monde se met à raisonner et à calculer à la marche. Le consommateur veut maximiser son utilité avec le budget limité qu'il possède, et le producteur cherche le profit maximum en jonglant avec ses contraintes de production. C'est vraiment l'ère du calcul rationnel poussé à son paroxysme. Petite astuce très utile pour les partiels, il faut absolument savoir opposer ces deux grandes visions. D'un côté, on a Alfred Marshall qui observe les choses à la loupe avec l'équilibre partiel. Il étudie un seul marché, totalement isolé du reste. De l'autre côté, on a Léon Walras qui voit les choses en très grand avec l'équilibre général. Pour Walras, tout est interconnecté dans l'économie. Si les marchés du travail, de la monnaie et des titres trouvent leur équilibre, eh bien le marché des biens et services le trouvera aussi mathématiquement. Allez, on retourne complètement la perspective avec notre quatrième grande partie, le marxisme et l'analyse implacable des crises capitalistes. Et là, ça devient particulièrement fascinant. Faisons un peu l'autopsie de cette mécanique avec les lunettes de Karl Marx. Dans cette vision des choses, le travailleur vend sa force de travail comme si c'était n'importe quelle autre marchandise. Sauf que le patron ne le paye absolument pas pour toute la richesse qu'il crée. Il le paye juste le minimum vital, de quoi survivre et avoir l'énergie de revenir bosser le lendemain. L'énorme différence entre la valeur totale créée à l'usine et ce petit salaire de misère, c'est ce qu'on appelle la plus-value. C'est, littéralement, du travail non payé. Et c'est précisément là qu'on arrive à l'enchaînement fatal, l'effet domino théorisé par Marx qu'il faut absolument retenir. On a donc des patrons qui compressent les salaires au maximum pour gonfler leurs profits, sauf que ces salaires, à l'échelle globale, c'est le pouvoir d'achat. Résultat des courses, une sous-consommation massive de la classe ouvrière. Les usines tournent à plein régime, mais plus personne n'a les moyens d'acheter. C'est la surproduction. Les invendus s'accumulent, les prix s'effondrent logiquement, les profits s'évaporent, et c'est la plongée directe et brutale dans la dépression économique globale. Le vrai bug dans la matrice, si on suit l'analyse de Marx, c'est ce manque total de coordination. On produit massivement dans un seul but, accumuler du capital et échanger contre de la monnaie, pas du tout pour répondre aux besoins réels de la population. Ça crée un dialogue de sourds permanent et destructeur entre ce qu'on produit et ce qu'on peut réellement consommer.
Le grand point académique à souligner ici, c'est que la crise, pour les marxistes, n'est absolument pas un petit accident de parcours ou une anomalie passagère. C'est profondément structurel. C'est inscrit dans le code génétique même d'un système qui repose sur la concurrence sauvage et l'exploitation privée. Tôt ou tard, la machine est condamnée à s'enrayer. Ce constat nous propulse directement dans les terribles années 30, cinquième et dernière partie, la révolution keynésienne. Face à l'effondrement colossal de la Grande Dépression, c'est le changement de paradigme décisif. La fameuse loi de Sède est classique, l'idée que le marché s'équilibre tout seul et crée sa propre demande, vole complètement en éclats. John Maynard Keynes entre en scène et rejette ça en bloc. Il prouve de façon retentissante que le libre marché ne garantit pas du tout le plein d'emploi et que sans l'intervention d'une force extérieure, comme l'État, on peut rester embourbé dans la misère indéfiniment. S'il y a un seul terme à entourer en rouge dans vos fiches sur Keynes, c'est celui-ci, la demande effective. Contrairement aux penseurs classiques, qui étaient obsédés par l'offre, Keynes démontre que c'est le niveau de demande anticipé par les entrepreneurs qui est le véritable chef d'orchestre. C'est l'addition de la consommation des ménages, des investissements des entreprises et des dépenses de l'État. C'est ce cocktail précis qui va déterminer combien on produit dans le pays et donc combien d'emplois on va créer ou détruire. Alors, comment l'État peut-il concrètement jouer les pompiers de service quand le marché privé s'écroule? Keynes théorise l'État-providence en sortant l'artillerie lourde avec des leviers macroéconomiques bien spécifiques. 1. Augmenter directement les dépenses publiques. 2. Baisser les impôts pour redonner une bouffée d'oxygène et du pouvoir d'achat aux foyers. Et 3. Baisser les taux d'intérêt pour que l'argent coûte moins cher et inciter les entreprises à investir de nouveau. Pour boucler cette grande session de révision, voici de quoi nourrir de futures dissertations. Est-ce que cette intervention de l'État, avec les outils de Keynes, peut vraiment corriger et stabiliser le marché à l'infini? Ou bien la mécanique implacable des crises structurelles, identifiée par Marx, finira-t-elle toujours par nous rattraper? C'est une excellente piste de réflexion à creuser. Bonne révision à tout le monde et bon courage pour les examens.